Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi. Nous sommes le 19 avril et c'est le 152e webinaire Second Souffle. On commence tout de suite par la mission de Second Souffle. Les TPE, dont les micro-entreprises, représentent 95% des entreprises en France. Et depuis 2010, Second Souffle accompagne gratuitement ces entrepreneurs en difficulté pour qu'ils rebondissent avec leur activité ou un nouveau projet professionnel. Second Souffle agit en véritable SAV de l'entrepreneuriat. Nous accompagnons ces hommes et ces femmes pour qu'ils ne restent pas seuls. Et puis notre deuxième mission, c'est la sensibilisation avec nos journées 24 heures pour rebondir et nos webinaires, bien sûr. Pour ceux qui viennent ici pour la première fois, vous avez... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, oui. On cherche toujours des bénévoles. Alors j'ai vu qu'il y avait des personnes inscrites dans des Antilles, Martinique ou Guadeloupe. Principalement, on en cherche Martinique et Guadeloupe. Donc n'hésitez pas à aller sur le site Second Souffle. Vous verrez un gros bouton vert comme celui-ci. Je veux être bénévole. Et à vous de cliquer. Et puis c'est pas ça, c'est celui-ci. Voilà, on cherche des sous aussi. Donc n'hésitez pas, tous vos dons sont défiscalisés. 66% pour les particuliers, 60% pour les entreprises. Donc voilà, donc pour les petits nouveaux, comment utiliser cette plateforme? Donc vous avez en bas à gauche, en bas à droite, William, deux icônes, le chat pour discuter entre vous, entre nous, et les questions pour poser vos questions pour éviter qu'elles soient perdues dans le fil du chat. Un souci technique, vous avez une aide ici, sinon vous fermez votre navigateur et vous vous reconnectez, de préférence avec un Google Chrome ou Microsoft Edge. Et puis en bas au milieu, vous avez deux icônes, un pour mettre en plein écran, un autre pour réagir. Réagir, c'est envoyer des petits emojis, comme certains l'ont déjà fait. Voilà, je vous envoie des petits pouces et des petits yeux en cœur. Voilà. Et avant de commencer, je vais vous dire la psychologie de la vente. On avait complètement oublié, enfin moi j'avais surtout complètement oublié, c'est que ça fait 4 ans. Voilà, ça fait 4 ans, c'est le 152e webinaire. Donc joyeux anniversaire au webinaire Second Souffle. On avait commencé en avril fin mars 2020, mi-avril 2020. Et vous avez toujours le premier webinaire qui est toujours en ligne. Là, doucement. Suite à ses propres difficultés, avec comme objectif d'accompagner les entrepreneurs à rebondir avant et après liquidation de leur entreprise. Bon, alors on y va. Bonjour Natalia. Bonjour William et bonjour à toutes et à tous. Alors Natalia, c'est pas sa première fois. Est-ce que vous êtes content de la retrouver? Ah, bon, c'est un peu timide quand même, hein. Un peu plus. Ah oui, voilà. Ah là là, c'est un succès, c'est un triomphe. Ah là là. Ah là là. Bon, ma chère Natalia, tu vas nous parler d'un sujet fort intéressant parce que la psychologie de la vente, on entend souvent des entrepreneurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat en se disant moi je suis doué dans quelque chose, donc je vais en faire mon métier et ça sera mon entreprise. Mais ils ont un petit souci, c'est que la vente, c'est pas leur fort. Et donc, complètement, c'est pour ça le sujet. Donc, qu'est-ce que c'est psychologie de la vente? On va dire, c'est un ensemble de principes et techniques qui permettent à toute personne qui l'étudie de devenir un bon vendeur. J'ai divisé la psychologie de la vente en 4 parties. Psychologie de l'acheteur, du vendeur, du produit et de la communication. Et on peut passer donc à la psychologie, on commence bien sûr avec notre client, on peut passer au slide suivant, la psychologie de l'acheteur. Pour comprendre comment les gens font des achats, regardons comment fonctionne notre cerveau. Nous avons 2 systèmes cérébraux, 2 systèmes de prise de décision. Système 1, c'est notre pensée intuitive. Elle est rapide, associative, automatique, inconsciente. Et il fonctionne en continu. Système 2, c'est notre pensée rationnelle. Et il est paresseux, il est lent, mais logique.
mais aussi indécis et gros consommateurs d'énergie. C'est pire qu'une passoire énergétique. Donc, le système 1 prend des décisions très rapidement. Et souvent, c'est le système 1 qui force les personnes à agir, d'où les achats impulsifs, par exemple. Et le système 2, il fait quoi? Il dort pendant ce temps-là. La plupart des achats sont effectués par le système 1. Mais aussi, il peut aussi rapidement prendre la décision de ne pas acheter, par exemple. Et le pire dans cette situation, c'est que les clients renoncent à un achat qui peut résoudre leurs problèmes juste parce que le système 1 préfère ne pas s'embêter, en fait. On peut passer au slide suivant. Ce système est composé de différentes parties de notre cerveau. Et ça fonctionne un peu comme le trio dans la 7e compagnie. Donc, je vous présente le système 1, pitivier, alias le lâche, alias corps amygdalien. Cette structure est très ancienne et sa fonction est d'évaluer le danger. C'est elle qui nous oblige à réagir immédiatement et de façon instinctive. C'est vraiment les 3 réactions primaires, cours, frappe ou fiche-toi, freeze. Et par exemple, quand la bourse s'écroule et les gens se précipitent à vendre leurs actions au plus bas sans analyser quoi que ce soit, c'est justement le corps amygdalien qui agit. Donc, la deuxième partie, c'est tassin ou le bêta ou noyau adjacent pour les intimes. Lui, il exige les plaisirs immédiats. Quand il voit un produit, il sait tout de suite s'il le veut et il réagit en libérant de la dopamine, qui est l'hormone de plaisir. Il peut prendre des décisions complètement irréfléchies. Par exemple, la personne peut investir dans des entreprises très peu fiables si on lui fait miroiter que demain, il y aura des montagnes d'or. Et puis, la troisième partie, c'est notre chef chaudard, c'est cortex orbitofrontal. C'est la partie relativement rationnelle. Dans le système 1, c'est cette partie-là qui prend les décisions. Je donne un exemple. Le bêta voit le nouvel iPhone. Ah, je le veux. Mais le lâche objecte, hein, mais si on l'achète, on n'a plus d'argent et on n'a pas d'argent pour payer le loyer. Du coup, on se retrouve à la rue. Et du coup, le chef évolue le danger. Il comprend qu'il est disproportionné par rapport au plaisir qu'on peut tirer de cet achat et il décide de ne pas acheter. Par contre, par exemple, si le vendeur propose un crédit, ce rapport de force peut être changé dans l'autre sens. Donc, on peut changer le slide aussi, pas que le rapport de force. Ouais. Et donc, il nous manque, il y a eu beaucoup de remarques dans le chat entre « j'ai glissé, chef ». Mais oui, oui, ça j'adore. Il manquait quand même l'emblématique. Donc, tous ces, le noyau adjacent, l'amygdalien et l'orbitofrontal sont tous reliés avec le fil bleu qui est raccordé sur le bouton bleu et le fil vert qui est raccordé avec le bouton vert. Hein. Complètement. Et pour répondre à Sophie, oui, il y aura un replay. Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Cliquez sur l'icône Second Souffle juste ici. Vous aimez cette vidéo? Alors dites-le moi avec un j'aime et un commentaire. Merci. Est-il possible de réussir une vente si le client prend une décision basée sur ce système 2?
À vos claviers. Système 2, je rappelle que c'est un système qui analyse vraiment, qui prend pas des décisions à la légère, qui passe au crible tous les pour et les contre, qui réfléchit sur les conséquences de notre décision. Donc, à votre avis, est-il possible de réussir? J'ai aucune réponse. Il n'y a pas de sondage aujourd'hui. Hein. Ah, d'accord. Ok. Merci Marina. Merci. Donc, Laure. on fait sans sondage. Ouais, directement dans le chat, vous tapez le numéro de votre choix. Donc, pour l'instant, j'ai que du numéro 3. Ben, super, parce que effectivement, c'est le bon numéro. Yes. Oui, effectivement, la personne peut acheter si ça correspond à son vrai besoin quand elle analyse. Et du coup, on passe au slide suivant. Quand on parle de besoin, qu'est-ce qu'un besoin? Comment l'identifier? Est-ce que c'est possible de le modifier? La classification la plus célèbre des besoins est la pyramide de Maslow, que vous connaissez certainement. Et ce qui est intéressant, c'est que le même achat peut être motivé par des besoins totalement différents. Exemple, quand vous achetez une voiture, ça peut être que juste vous cherchez un moyen de transport. Ça peut être pour augmenter votre sécurité. Par exemple, pour une femme, ne pas revenir le soir dans les transports en commun. Ça peut être pour ressentir l'appartenance à un certain groupe. Si vous êtes écologiste, vous achèterez presque certainement une voiture électrique. Ça peut être aussi pour montrer votre niveau social. Si on prend une Bugatti, ce n'est pas vraiment un moyen de transport. Ça peut être pour vous procurer un plaisir esthétique, vous achetez une voiture de collection, ou assouvir votre besoin de nouveauté, vous avez marre de votre vieille voiture, vous voulez quelque chose de plus neuf, plus sympa. Et ça peut être même le besoin d'accomplissement, le haut de la pyramide, si c'est par exemple un pilote de rallye qui s'achète sa propre voiture, pour lui, il est au top, il se réalise avec ça. Et quand vous identifiez le besoin réel du client, vous augmentez et l'efficacité de la vente et la pertinence de l'achat pour votre client. Mais le vendeur peut aussi, là on peut passer déjà au prochain slide, le vendeur peut aussi ériger des obstacles à sa propre vente. Oui. Fais attention quand tu touches ton bureau, tu dois avoir des bagues ou des colliers. D'accord, ça fait des sons. Ok, je vais essayer de. Faut que tu enlèves avec les rubis, les émeraudes, t'enlèves tout. Oui. Donc, on passe à la psychologie du vendeur. Là, c'est plus simple. Le monde se divise en deux catégories, les bons vendeurs qui font à peu près 20% et les mauvais vendeurs. Pourquoi un vendeur peut être mauvais? Juste parce qu'il n'aime pas vendre. Et c'est une personne qui est malheureuse et qui souffre du processus de la vente. Et ce qui empêche ce vendeur d'utiliser de façon efficace ses ressources internes, ce sont ses croyances limitantes, les attitudes négatives, le manque de confiance en soi et dans son produit, et bien sûr, les peurs conscientes et inconscientes. Les croyances limitantes, ça peut être
La vente, c'est malhonnête. Il faut être un sale manipulateur pour bien vendre. Moi, je veux aider gratuitement. Ou ça peut être, je ne vais pas importuner les gens, etc. Parmi des attitudes négatives, on peut nommer les appels à froid sont une perte de temps, l'acheteur ne s'intéresse qu'au prix, les gens n'ont pas d'argent en ce moment, le pays est en crise et je vends le produit qui ne se vend pas, etc. Et les peurs sont nombreuses aussi, ça peut être nombreuses. Ça peut être la peur de rejet, la peur d'être critiqué, la peur d'être intrusif, ou juste la peur du client ou la peur de licenciement. Mais nous pouvons agir sur tout ça. Il y a des techniques pour régler tout ça. Et là, on peut passer au suivant. La vente, c'est vraiment le métier qui s'apprend. Et tout le monde, et ça, j'insiste là-dessus, tout le monde peut devenir un bon vendeur. Il y a un business coach russe, Konstantin Khars, qui a proposé une classification des niveaux de professionnalisme d'un vendeur. On commence avec le premier, qui est caissier. Le client sait ce qu'il veut. C'est pas juste la personne qui reste à la caisse, c'est juste le vendeur qui ne vend pas, c'est le client qui achète. Le client demande, il paye et il a ce qu'il a envie d'avoir. Moi, j'étais très longtemps dans ce cas. Il fallait même vraiment insister pour que je vende quelque chose, que ce soit au début c'était mes tableaux, après c'était mes services d'interprétariat et après plus récemment c'était le coaching. Mais commercialement, ce fonctionnement est très limitant. Après, nous avons le lecteur. Lecteur, on peut afficher le deuxième, voilà. Ce vendeur travaille avec un script. Le plus souvent, le script n'est pas écrit par lui-même, mais ça peut être même lui-même, il peut écrire son script. Et ça fonctionne plus ou moins. Après, on a notre vendeur Wikipédia. Ça, c'est déjà un vendeur qui est compétent. Il peut analyser, par exemple, deux produits, montrer les avantages et les inconvénients de ces produits pour aider le client à prendre une décision. On monte encore un étage au-dessus, c'est la qualification de psychologue. Ça, c'est le vendeur qui se concentre pas sur le produit, mais sur le client. Il comprend les gens, il s'intéresse à eux, il a un bon niveau d'empathie, il s'intéresse aux désirs, aux besoins des clients. Encore le niveau au-dessus, c'est ce qu'on appelle un compteur. Ça, c'est un vendeur né. Ça, c'est une personne charismatique, amoureuse de sa profession et du produit qu'elle vend. Ce vendeur, il travaille au niveau de l'émotion. Et il sait dépeindre, construire vraiment une image vibrante, palpitante de qu'est-ce qui te fait, William? Ah bah oui, voilà, oui. Tout à fait, oui. Et les gens disent waouh, comme moi par rapport à toi. Et ils achètent, voilà. Après, nous avons notre problem solver. Lui, il se concentre sur... Tu nous fais le problem solver aussi, non? Voilà. Lui, il se concentre sur la résolution du besoin du client. Je donne un exemple.
je viens au Castorama pour acheter un bon produit de nettoyage du sol. Et je rencontre un vendeur qui me dit, mais pourquoi vous nettoyez le sol tout le temps? Pourquoi vous avez besoin d'un bon produit? Et en fait, parce que mes enfants renversent tout le temps, ils laissent les taches sur le sol, et je suis obligée de l'estiquer tout le temps. Et ce vendeur, il me vendra non pas forcément le nettoyant, mais Non, le revêtement, le revêtement imperméable. Non, il vendra des nouveaux enfants. Oui, ça aussi, ça peut être bon. Quoique c'est intéressant aussi de les refaire. Bon, après, si vous avez raté les enfants précédents, c'est au moins le processus est intéressant et sympathique. Et donc, il peut résoudre le problème du client sur un tout autre niveau. Et notre dernier, le summum du vendeur, de la qualification du vendeur, c'est expert. Ça, c'est une personne très compétente qui réagit calmement aux critiques, qui sait les accepter, qui peut surmonter les objections du client. Lui, il trouve vraiment la cause de l'objection et il va travailler avec la croyance qui est au cœur de cette objection. Statistiquement, 80% des vendeurs se trouvent sur les deux premiers niveaux. Et si vous comprenez déjà cette logique, vous pouvez développer votre propre style et monter en compétence. Et là, on peut passer. On me demande le nom du coach ou du professeur russe là, qui a créé cette. Konstantin Kharsky. Je pourrais le mettre après dans le chat. Dans le chat. Je le mets dans le chat pendant que vous répondez à ma question suivante. Et pour répondre à moi, Kéra, oui, il y aura un replay, Kéra. Question suivante. À vos claviers, vous répondez donc dans le chat directement. Et vous, à quel type de vendeur appartenez-vous? Vous êtes caissier, lecteur, Wikipédia? Alors, oh ouais, j'ai des extrémités là. J'ai du 1, 6, 3, 4, 3. Et moi, pour ma petite expérience personnelle, dans une autre vie, je travaillais avec une équipe qui c'était tous des caissiers. Pourquoi c'était tous des caissiers? Parce qu'ils travaillaient dans une boutique, enfin dans une entreprise qui était leader. Donc forcément, c'est les clients qui venaient à eux. Voilà. Mais au bout de quelques temps, ils étaient beaucoup moins leaders. Et puis est arrivé Internet. Et c'est là qu'on remarque ceux qui sont caissiers à vie et ceux qui ont essayé de devenir lecteurs au Wikipédia. Alors, qu'est-ce qu'on a un petit peu de tout, hein? Bon, tout le monde en tout cas se trouve. Ce qui est déjà bien, c'est que tout le monde s'est trouvé à quelle étape, à quel niveau de vendeur ils sont. Ça, c'est bien parce qu'après, on sait qu'on peut progresser. C'est pour ça que c'est important. Stéphane, par contre, il ne le sait pas, lui. Il n'arrive pas à s'évaluer. Alors, comment on peut s'évaluer Après, même si on rentre pas dans les cases, on se retrouve pas, on peut toujours travailler sur les qualités nécessaires au bon vendeur et surtout ce qui nous empêche de vendre mal et se fixer l'objectif. Pour certaines personnes, ça va être plus difficile de devenir compteur, par exemple. C'est plus la nature qui s'exprime. Par contre, devenir le vrai expert de sa profession, ça, c'est possible pour tout le monde. Et ça, c'est le niveau, c'est le top des vendeurs. Donc, c'est même sans se situer quelque part, on peut s'améliorer.
Ou sinon, vous êtes déjà le dieu de la vente, donc dans ce cas, je n'ai rien à faire ici. Moi, j'ai répondu au sondage, j'ai mis que j'étais 8. Bah, super. Ça ne m'étonne pas de toi. Et on passe au slide suivant. Si donc un mauvais vendeur peut faire des choses brillantes, il peut être très talentueux, mais le résultat de son travail sera peu demandé ou pas demandé du tout, un bon vendeur peut motiver les gens à adhérer à ses idées. Pourquoi? Parce que pour lui, la vente, c'est son jeu. Il s'amuse. Il aime ça. Et le client, il le ressent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer sa position personnelle et professionnelle. Déjà, pour commencer, il faut identifier ce qui vous manque et de trouver comment y remédier. Et on en reparlera plus tard. Et là, on peut passer de nouveau. Je mets parfois un peu plus d'informations sur les slides parce que je présume que vous n'avez pas à... Je n'ai pas à lire tout ça, vous pouvez le lire à la maison et donc vous pouvez, si vous voulez, regarder. Les émotions font vendre. Donc, on est dans la psychologie de produit. Vous vendez pas le produit en fait, vous vendez les émotions. Là, un clic. J'ai l'impression qu'on a raté un. Essaye de remonter. Est-ce qu'on n'a pas raté un slide, non? Ou non? Non. Ok. C'est bon. Donc, la joie. On va commencer avec la joie. Yes. Ce n'est pas la perceuse que vous vendez, mais un tableau, votre tableau préféré, ou le tableau préféré de votre client, qui est enfin accroché sur le mur. Et aussi, ce n'est pas la vaisselle, mais la joie de ne pas faire la vaisselle. Donc, au suivant. La fierté ou la confiance en soi. Comme je le disais, le Bugatti, ce n'est pas un moyen de locomotion. Mais ça peut être aussi, quand c'est la confiance en soi, par exemple, quand vous vendez un abonnement au club de sport, ce n'est pas vraiment un abonnement que vous vendez, mais c'est la possibilité de devenir beau, de se sentir bien dans son corps pour sortir avec la plus belle fille ou le plus beau garçon. Et pour la joie aussi, un autre exemple me vient. C'est par exemple les croquettes pour les chiens sont pas les croquettes, mais c'est votre animal adoré qui remue le queue, qui est tout content, heureux, joyeux, etc. Donc, on peut passer à la troisième image. Voilà. Là, c'est l'amour altruisme, c'est tout ce qui est les campagnes publicitaires, 20% de bénéfices va à une telle association caritative, où nous n'utilisons que des produits respectueux d'environnement, etc. On passe au suivant. Confort. Confort, c'est tout ce qui est frigo, lave-linge, aspirateur. Je pense que c'est même pas la peine de l'expliquer. On passe au suivant. Appartenance. Appartenance. Ma copine a un super téléphone. Moi, je veux le même. Ou c'est aussi, je veux pour mon bébé la même salopette que porte le bébé de future reine du Royaume-Uni. Ça, on a eu déjà le cas quand toutes les salopettes étaient vendues parce que il a eu juste une image dans le magazine. On passe au suivant. Avidité. Ça, j'aime bien ça. Ça, ce sont des soldes.
acheter maintenant pour économiser de l'argent. Ça peut être aussi, vous ne vendez pas à un investisseur des parts dans votre entreprise, vous lui vendez l'idée des revenus passifs. Lui, il n'a plus rien besoin à faire, il y a l'argent qui coule. On peut passer au suivant. Envie, ça peut être d'un bon comme d'un mauvais sens de terme. Quand c'est dans le mauvais sens de terme, c'est elle a ça, moi je veux, moi je suis pas pire qu'elle, donc je le mérite aussi. Comme ça peut être, j'achète des cours d'anglais parce que j'ai envie de travailler dans une entreprise internationale. Donc, l'envie nous fait vendre. On peut passer au suivant. La peur, ça, c'est dernier article en stock. Achetez maintenant, sinon il sera trop tard et vous allez le regretter toute votre vie. On passe au suivant. Le suivant, oui, c'est la honte. Ça peut être une copine qui dit à une autre, ça fait 20 ans que tu portes cette robe, elle te va toujours aussi bien. Et pas un méchant coup droit. Et la copine court s'acheter une nouvelle robe parce que c'est trop la zone de porter toujours la même robe. On peut vendre avec les émotions, mais influencer les émotions juste pour conclure l'affaire, c'est pas du tout la meilleure option. Et on peut passer au slide suivant. À vos claviers, messieurs, dames. J'ai l'impression qu'on a quand même... est-ce que toutes les slides, parce qu'il y avait plus de slides sur celui-là. Mais bon, c'est pas grave. On va passer à la question. Alors, quelle est la clé d'une vente réussie? Comprendre les besoins réels du client, comprendre le montant qu'un client est prêt à dépenser pour un achat, comprendre la motivation du client ou autre chose. Alors, pour l'instant, j'ai que du 1. J'ai du 1 et 3. Et c'est bon. Du 3. Et c'est bon parce que c'est effectivement ce qu'il faut chercher à comprendre. Ici, on essaie de regarder qu'est-ce que ça va être le slide suivant parce que j'ai l'impression quand même que je voulais dire plus que ça. Non, on remonte parce que il y avait autre chose sur le tu te souviens, il y avait le slide avec super fille en mini-robe. Ça, j'adorais ça parce que c'est pour ça que je m'en souviens. C'est aussi donc pourquoi souvent on se précipite d'acheter. Ça c'est la citation. J'ai pas trouvé à qui ça appartenait, mais la citation très connue. Le meilleur moment de l'amour, c'est quand on monte l'escalier. Et dans les ventes, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire notre dopamine est libérée par notre bêta interne quand on imagine seulement, quand on fait tout un cinéma, comment on va être bien, comment on va être heureux quand on va enfin posséder ce produit. Et d'où les shopping addicts. Et autre remarque que je voulais faire par rapport aux produits, que tout ça c'est bien, on peut effectivement vendre, mais comme vous avez dit vous-même, à long terme, c'est plus rentable de trouver et résoudre le problème de votre client parce que vous gagnez non pas seulement un peu d'argent, mais vous allez gagner aussi sa loyauté, sa confiance envers vous-même, votre entreprise et votre produit. Donc ça, c'est plus important que juste conclure la vente. Et donc, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Et on passe à la
Ouais. Alors, Psychologie. Oui. les slides que tu ne vois pas, c'est parce que c'est toi qui les as cachés. Ah oui, c'est possible que c'était un bug, oui. Natalia, tu sais l'heure qu'il est? Euh, Quel jour, quelle année? Parce qu'on est au slide numéro 14 et le dernier, c'est le 297. Oh, ça va, on va y arriver. Donc, on va aller vite. Psychologie de la communication. Je résume rapidement. La plupart des vendeurs parlent beaucoup trop, comme moi, par exemple, maintenant. Il est plus efficace de poser des questions, apprendre à trouver des besoins réels du client, ne pas le surcharger d'informations, observer ses réactions, vérifier, vous pouvez même répéter sa phrase pour vérifier que vous l'avez bien compris, parce que ça, c'est pas toujours le cas non plus. Il y a plein de particularités donc dans la psychologie de la communication. Comment attirer l'attention du client et la retenir? Comment gérer les problèmes de choix? Comment communiquer avec les clients difficiles? Il y a également ce qu'on appelle les effets psychologiques qui peuvent soit vous aider, soit au contraire vous faire capoter la vente. C'est tout ce qui est l'effet de première impression, ou il s'appelle aussi primauté, je crois, nouveauté. Effet pic-fin, effet de Benjamin Franklin, effet de l'ancrage, effet de halo, stéréotype, etc. Mais nous reviendrons encore une fois, comme je dis à la fin du webinaire, un petit peu sur la possibilité, comment vous pouvez apprendre tout ça. Et on passe au slide suivant. Ben voilà, au moins celui-là, il est là. La grande partie de la psychologie de la communication, c'est le travail avec les objections. Parfois, ça peut être l'objection d'un client, c'est juste, il ne veut pas, il ne veut pas acheter votre produit, il n'en a pas besoin. Ou votre produit, il est de mauvaise qualité, il n'est pas bon. Mais quand même, le plus souvent, les objections des clients montrent au contraire qu'ils sont intéressés par l'achat. On peut passer au slide suivant. Les objections du client sont parmi d'autres obstacles à la vente. Mais aussi, ils font une partie intégrante de la vente. Et c'est très bien quand il y a des objections, parce que sinon, quand le client reste silencieux, ça veut dire qu'il garde tout pour lui-même. Et vous ne pouvez pas le convaincre. Exemple des objections cachées. Merci, je vais y réfléchir. Ou ok, je vais jeter un coup d'œil et je reviendrai. Oui, il reviendra, mon œil. Ou aussi, je dois discuter avec mon conjoint ou avec mon patron, etc. Et parmi les objections explicites, nous avons « vous êtes trop cher, ça ne me convient pas, je ne suis pas satisfait de la qualité, je n'ai pas d'argent, etc. » Les objections, quand nous parlons des objections explicites, on peut les diviser en deux types. Ce sont des objections réelles ou vraies, et les objections fausses, ou on peut les appeler aussi les prétextes, les excuses. Comment on peut comprendre si c'est un prétexte? Quand vous commencez à répondre, le client, il vous écoute pas. Il n'écoute pas votre réponse à son objection. Où il peut sortir du n'importe quoi, un peu, bon, le produit est bon, mais vous n'avez pas d'emballage cadeau, donc ça ne me convient pas.
où le client peut passer d'un sujet à l'autre. Ces arguments ne sont pas du tout logiques. Où il vous entend, il vous balance plein d'objections à la volée. Quand il y a trop d'objections, ça veut dire que c'est faux. Quand ce sont des vraies objections, d'habitude, ça peut être une ou deux objections, mais quand c'est vraiment plein, c'est pas bon. Pourquoi je parle de tout ça? Les techniques utilisées pour traiter les vraies objections ne fonctionnent pas avec les prétextes. Et comment identifier la véritable objection? Vous pouvez toujours demander le client, est-ce que c'est la seule chose qui vous empêche d'accepter l'offre? Et si nous trouvons le moyen de sortir de cette situation, est-ce que vous acceptez l'offre? Ce genre de questions. Donc là, on peut passer au slide suivant. On va jamais terminer à 15h, Nathalie. Si, on va aller très vite. Si. On peut ne pas attendre, je vous donne la réponse tout de suite, qui est le principal ennemi d'une vente réussie. C'est en fait le statu quo du client. Son désir de rester dans sa zone de confort. Le cerveau humain n'aime pas gaspiller de l'énergie. Et la réflexion ou le fait de prendre une décision demande de l'énergie. Globalement, là, on peut passer au slide suivant. Ça, c'était, oui, justement, la réponse. La tâche d'un vendeur est de faire une promesse forte, de procurer au client les émotions positives qui vont le sortir de ce statu quo. Et après, il faut tenir sa promesse. C'est pas tout donner les promesses. Après, il faut résoudre le vrai problème du client que vous avez détecté et répondre à son besoin et d'améliorer sa vie, en gros. Mais pour faire tout ça, pour être à l'aise, il faut aimer la vente. Et pour vous permettre de commencer à aimer la vente, développer toutes vos compétences nécessaires, être vraiment un vendeur performant et augmenter votre chiffre d'affaires avec ça, nous lançons un programme. Tadam! William, quelque chose, un effet spécial sur... Voilà, super. C'est un programme qui vous permettra de structurer votre démarche commerciale. La psychologie de la vente fait partie intégrante de ce programme et vous permet d'apprendre à influencer votre client potentiel, de comprendre ses besoins et de choisir des tactiques de la communication. Et nous voulons vraiment proposer tout ce qui vous permettra de passer même de caissier à l'expert en version TGV. Je parle du programme parce que c'est un format innovant qui mélange la formation, le coaching, le challenge pour que vous commenciez à aimer la vente, jouer au lieu de souffrir, devenir un vendeur expert et bien sûr augmenter vos revenus, vos bénéfices grâce à vos nouvelles aptitudes. On passe. Nous partons sur un format de 7 séances, soit environ 4 mois. En suivant, comme nous l'avons vu, la psychologie de vendeur, ces blocages internes, nous empêchent à atteindre nos objectifs. Et la première séance sera consacrée justement à ça. On va chercher le sens, observer notre propre comportement,
dénicher nos croyances limitantes en matière de vente et de l'argent. 90% des gens ont des problèmes compliqués avec l'argent. Ça, je vois tout le temps en coaching, soit on ne sait pas gagner l'argent, soit on a le plafond de verre, soit on gagne, mais on n'arrive pas à épargner, ça coule entre les doigts. Soit au contraire, on épargne, mais on ne vit plus. On garde tout son argent. Et quand il y a tous les préjugés sur la vente qui se griffent dessus, ça devient vraiment un vrai obstacle. Et un obstacle très fort à nos talents cachés de bons vendeurs. À l'intérieur, moi je le sais, à l'intérieur de chaque personne vit un bon commercial. Et on va aller le chercher. Et pourquoi c'est bien de travailler en groupe sur ce genre de sujet? Parce que ça va vous aider mutuellement de profiter de l'énergie du groupe qui est beaucoup plus grande que le somme des énergies de ses membres. Et on passe, j'arrête à parler, on passe au suivant. Ça, c'est le bonus, l'exemple de bonus que je donne je donne plein de bonus. Avec cette partie, c'est la communication non verbale. Et au suivant, on va passer en revue les bases de la vente pour construire un vrai système de vente solide. Ça vous donnera une assise solide aussi dans votre travail, ce qui donne aussi la confiance en soi, la meilleure performance en vente et les meilleures relations clients et plus d'argent, etc. Au suivant. Et bien sûr, vous avez des supports écrits qui vous aident. Au suivant. Le séance 3, à partir de la 3e session, le travail de groupe va prendre sa véritable dimension, si j'ose dire. Vous commencez vraiment vous entraîner mutuellement à poser des questions. L'optimal ici est de travailler par des groupes de 3. L'un qui est dans son emploi de commercial, l'autre joue le rôle du client, et le troisième, c'est un observateur qui communique à la fin ses remarques. Au suivant. Ça, c'est le bonus Spin Selling, c'est l'un des meilleurs livres, voire le meilleur livre sur les ventes. Au suivant. Ça, c'est également une étape très importante. On va identifier et communiquer, on va apprendre à identifier et communiquer la valeur de notre produit. Au suivant. Et en bonus, c'est également un résumé d'un super bon bouquin sur ça. Au suivant. Tu vois comment je vais vite maintenant? Donc, et après, il y aura des techniques pour traiter les objections. Que faire avec une objection? Quelle est la bonne façon de répondre? Comment susciter une objection si le client reste silencieux? Comment prévoir même les objections et répondre souvent avant même que l'objection a été formulée. Après ça, vous allez adorer les objections. Ça, je n'ai pas de doute là-dessus. Et donc, qu'est-ce que j'ai prévu comme bonus? Ben voilà, j'ai prévu les meilleures pratiques pour traiter les objections. Au suivant. Le séance 6, passer les appels à froid, technique et gestion du stress. En fait, ce programme, on va aller crescendo. On commence par l'introspection et on termine par ce qui est considéré comme le plus dur et le plus stressant. Et on apprend à exceller dans son job sans perdre sa santé. Au suivant. Et en plus, on prend l'habitude d'organiser son travail de la meilleure des façons. Au suivant.
Et la dernière séance est consacrée à l'élaboration de votre stratégie commerciale. Et la prochaine slide. Et sur cette stratégie, je vais vous challenger lors d'une séance individuelle de coaching qui va suivre ce programme. Le prochain slide. Donc, voilà le programme. Qu'en pensez-vous? Dites-moi dans les commentaires. Si vous avez des objections, je suis preneuse. À qui ce programme ne convient pas? Ce n'est pas pour vous si vous cherchez des solutions miracles. Si vous n'êtes pas prête à investir votre temps, faire de l'effort pour votre développement professionnel et personnel d'ailleurs. Si vous n'êtes pas disposé à vous engager pleinement, je rappelle l'œuf au bacon, William connaît déjà le principe. Si vous n'êtes pas prête à mettre en pratique tout ce que vous apprenez, ce programme pourra ne pas répondre à vos attentes. Également, si vous recherchez le mentoring sur un secteur très spécialisé, pareil, ça peut ne pas vous convenir. Pour qui est ce programme? Ce programme, en fait, il vous permet de vous débarrasser de vos croyances limitantes ou au moins travailler là-dessus. C'est pas si facile de s'en débarrasser, mais on va travailler là-dessus. Sur de vos peurs qui sont enfouies très profondément pour exercer le métier de commercial avec bonheur, pour apprendre les meilleures pratiques de la vente. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs, aux professionnels de la vente et finalement à toute personne qui souhaite améliorer ses performances commerciales. Peu importe si vous débutez dans ce domaine ou vous êtes déjà un vendeur chevronné, et vous recherchez les stratégies pour avancer, pour augmenter vos ventes. Donc, c'est gratuit. Oui, oui. Alors, le bénéficiaire de Second Souffle, ce sont tous les entrepreneurs que nous accompagnons chez Second Souffle, hein, les entrepreneurs qui sont en difficulté ou qui ont été en difficulté et qui nous ont contactés et qui ont été accompagnés ou qui sont en cours d'accompagnement par Second Souffle. Pour vous, c'est gratuit. Donc, merci Natalia pour cela. Et puis, pour ceux qui ne sont pas bénéficiaires des actions de Second Souffle, ben là, la formation, c'est 650 € plus un don de 100 € au profit de l'association Second Souffle. Et comme vous avez 66% qui sont déductibles de vos impôts, ça fait 650 plus 34, soit 684 €. Et j'ai vu des questions passer. Est-ce que tu prends le CPF? Non. En fait, non, selon, je ne vais pas l'expliquer, non, juste non. C'est du coaching, pas une formation. Je sais que ce programme aura un impact positif sur votre vie si vous êtes engagé. Et pour ceux qui souhaiteront vivre cette aventure, inscrivez-vous sans tarder parce que sur 10 places de bénéficiaires, j'ai déjà 3 personnes qui voulaient se préinscrire. Et il y a juste 2 places pour les non-bénéficiaires. Donc, inscrivez-vous maintenant si vous souhaitez faire partie de ce programme. Et rapidement, slide suivant. Pour... donc oui aussi, pour les dates, c'est sur le feuille d'inscription. On voulait proposer soit jeudi 25, si je me souviens bien, à 14h, soit vendredi 26 à 10h. Ah oui, ok. Soit lundi 29 à 15h, et ça, vous pourriez voter pendant les inscriptions.
Et voilà, il y aura le lien pour s'inscrire. Et moi, je suis prête à répondre à vos questions. S'il y en a, oui, effectivement, il ne reste plus beaucoup de temps, mais... Alors, je réexplique, parce que apparemment j'ai mal formulé. Un bénéficiaire Second Souffle, c'est un entrepreneur qui a contacté Second Souffle parce qu'il était en difficulté et que nous l'accompagnons ou que nous l'avons accompagné. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, apparemment oui. Voilà. Alors Xavier, oui, c'est bien ta réponse. Un bénéficiaire est un entrepreneur en difficulté. Il faut rajouter qui a été ou qui est accompagné par Second Souffle. Voilà. Sinon, pour les autres, c'est 684 €, hein, c'est ça. Après la déduction d'impôt, oui. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Mettez bien vos questions dans le... Alors, Vincent, les critères pour être bénéficiaire de Second Souffle, il faut être entrepreneur, il faut être en difficulté, et il faut contacter Second Souffle, et il faut être accompagné par Second Souffle. Voilà. Et puis, oui, tu l'as mis tout à l'heure, le nom de la personne russe là, qui avait fait le... Oui, je l'ai mis dans le chat. Alors, Konstantin Kharsky. ouais, alors là, il faut que je le retrouve. Et sinon, dans les autres questions, y aura-t-il une autre session? 2 sessions par mois égale combien d'heures par session? 2 heures, une session de 2 heures. D'accord. Donc ça fait 4 heures par mois. Mais par contre, entre 2 sessions, comme je l'ai expliqué, il y a travail en petit groupe. C'est pour ça que je voulais former un groupe de 12 personnes parce que c'est facile de diviser par 2, par 3, par 4, par 6. Et pour différents types de travail, c'est très bien. Je ne vois pas d'autres questions. Y aura-t-il d'autres sessions? Demande Cécile. Oui, en fonction de la demande, tu pourras peut-être établir de nouvelles dates. Oui, non, mais bien sûr, s'il y aura trop de gens qui souhaiteront le faire, on pourra essayer peut-être, mais je sais pas. Pour l'instant, je m'engage pas, mais on verra. Oui, alors il y a Colombe qui dit il y a que 2 places pour les non bénéficiaires. Second Souffle, mais bon, tu vas t'adapter. On va voir déjà toutes les inscriptions qu'il va y avoir. Vous vous inscrivez sur le lien que je vous ai mis. Hein. De toute façon, vous l'aurez dans le PDF que vous pourrez télécharger. Puis je vous remettrai le lien aussi dans l'email que je vais vous envoyer tout à l'heure pour vous dire que le replay est disponible. Si entre-temps vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que je n'en vois pas arriver. Je vais juste vous montrer aussi comment récupérer les documents. Donc là, vous êtes sur le site Second Souffle, je vais le grossir pour vous. Dans l'email que je vais vous envoyer, vous allez arriver sur cette page-là. Donc là, vous avez tous les replays. Et pour voir, oui, c'est marqué la description du webinaire plus les slides. Vous cliquez dessus, vous avez la description du webinaire et en dessous, vous avez téléchargé les slides. C'est comme ça que vous allez pouvoir récupérer la présentation d'aujourd'hui. Bien. Est-ce que ça fonctionne à distance? Demande Adeline. Bah oui. Oui, bien sûr, les webinaires vont être animés à distance, bien sûr, et le travail en groupe aussi, c'est tout en virtuel, oui. Voilà, donc Mélanie, on a répondu à votre question. Oui, tout se fait à distance. Est-ce que c'est adapté à une activité de consulting expertise, c'est-à-dire vente de services aux entreprises? Bien sûr, tout à fait, oui. Avec les services, c'est encore plus pertinent parce que un produit, c'est plus visuel, c'est plus facile de argumenter, tandis qu'un service, c'est intangible. D'ailleurs, on va faire avec William un webinaire là-dessus le 31 mai, je crois. La vente des services. Une question de Karima, est-ce que ça fonctionne pour les professions libérales telles que les naturopathes? Bien
de produits qui fait le bonheur des gens. Donc, oui, ça fonctionne, oui. Tout ce qui est à vendre, ça fonctionne. Oui. Voilà. Bon, bah, écoute, je crois que tout le monde a été satisfait de ta prestation. Tu nous l'as bien vendue. J'ai fait tout pour. Et puis donc, ben moi j'en profite pour vous dire les prochains webinaires. Donc nous avons, je vais y arriver. Hein. J'en ai partout sur l'écran. Voilà, donc la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est gagner de l'argent avec la RSE. Donc on verra tout ça avec un spécialiste. Vous allez voir qu'on peut effectivement gagner de l'argent avec la RSE. C'est possible. Notre intervenant va vous démontrer la semaine prochaine. Et puis je vous rappelle qu'il n'y a pas de webinaire après pendant 15 jours. Donc on se reverra nous que le 17 mai. Le sujet n'est toujours pas prêt. Donc j'ai 2 semaines de vacances pour pouvoir m'en occuper. Et puis le 17 mai plus 7, ça fait donc 24 mai. Le 24 mai, ça sera un webinaire en direct de Montréal. Voilà, avec notre cher Audrey qui est coach également. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un... Merci encore Nathalie. Hein. Merci à toi William, avec plaisir. On se revoit la semaine, le 31 mai. Voilà. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un excellent week-end, ensoleillé, chaud. Bye bye.